Donc on va bien sûr présenter les différents écolabels, mais sans rentrer dans le détail. Je me focalise sur les écolabels pour le nettoyage, donc les écolabels pour les détergents, pour les shampoings. Donc pas se baser sur des substances chimiques. Il y a également des labels pour les produits agroalimentaires, mais je ne vais pas du tout couvrir ça aujourd'hui. On va regarder dans le détail l'écolabel européen, qui est en cours de révision. Je participe d'ailleurs à la révision de ces écolabels dans la Commission européenne, et donc je ferai part des propositions que j'ai faites, et puis également des propositions que les autorités nationales veulent mettre en place dans l'écolabel. Vous verrez que c'est pas forcément en accord. Et puis il y aura cette partie questions-réponses où vous aurez la possibilité de débattre si c'est nécessaire. Et puis bien sûr, je finirai par présenter quelques mots sur science-environnement dans les minutes qui resteront. Alors au niveau des écolabels, il y a un guide qui a été publié récemment par le groupe Mes courses pour la planète, qui est une organisation soutenue par l'ADEME. Vous avez l'adresse web indiquée ici. Vous trouverez énormément d'informations sur l'ensemble de ces labels et ces écolabels. Alors, il faut faire une distinction entre ce qu'on appelle les écolabels, qui sont des schémas euh, réglementaires ou soutenus par une législation, soit européenne, soit nationale, avec des organismes comme l'AFNOR qui vont certifier l'obtention de l'écolabel. Et puis le reste, qui sont des labels et qui sont développés par des associations, des organismes indépendants, privés, avec des coûts variables, mais ils ne sont pas soutenus par les gouvernements. Donc là, il y a une distinction importante à faire par rapport à ça. Et c'est vrai qu'il y a une floraison d'écolabels disponibles. Alors quand on parle d'écolabels, on a toujours aussi la préoccupation de savoir, par rapport à tous les outils qui existent aujourd'hui pour analyser l'impact environnemental d'un produit, de savoir est-ce que le résultat de l'écolabel va être équivalent ou dans la même tendance que ce qu'on obtiendrait avec d'autres outils. Et c'est ce qu'on fait notamment dans notre cabinet, où on va pouvoir analyser le même produit avec l'écolabel européen, mais également avec l'analyse de cycle de vie, ou faire uniquement un bilan carbone, mais également en prenant en compte l'aspect évaluation du risque, où on va cette fois regarder la toxicité, la biodégradabilité et l'impact sur l'environnement de chaque ingrédient. Donc tous ces outils sont utilisés pour essayer de réduire l'impact environnemental des produits et des ingrédients. Ils sont basés sur des schémas différents, mais il est bien entendu important qu'ils tendent vers la même direction. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, il peut y avoir justement des contradictions. Donc, on essaye de mettre en avant ces contradictions lorsqu'on a des mandats pour évaluer les produits. Alors, si oui, ma présentation, voilà, ici. Donc, il y a effectivement, ici, on a retenu quelques écolabels, et comme je le disais, je vais me focaliser sur l'écolabel européen, qui a été mis en place en 92, qui a été pas mal basé sur le Nordic Swan. Et les pays nordiques, vous savez, sont très en avance sur tout ce qui est législation environnementale. Et l'Europe s'est un petit peu basée, s'est inspirée de ce schéma-là. Il y avait également le Blue Angel, ou l'ange bleu en Allemagne, qui existait également, que je n'ai pas mis ici sur la slide. Et puis en France, on a également la marque NF Environnement. Et ces trois écolabels ici sont soutenus par des gouvernements. Alors que, par exemple, Nachu est plus pour le marché international, et lui fait partie des labels soutenus par des organisations indépendantes. Et ils se focalisent, c'est vrai, sur les produits de nettoyage, comme on va le voir. Alors, si vous êtes intéressé par un écolabel, vous avez bien sûr un site web. Euh, L'AFNOR sera responsable de l'évaluation de votre dossier. Donc, toutes les informations dont vous auriez besoin se trouvent sur ce site. Ceci étant dit, c'est pas forcément très facile de comprendre exactement ce qu'il faut faire, mais les informations sont là, et l'AFNOR est l'organisme qui va recevoir votre dossier. Alors, il y a un encadrement législatif pour l'écolabel européen, donc le 21 juin 2007, qui a établi les critères écologiques pour l'attribution du label écologique. Et l'objectif de ces critères est vraiment de favoriser ou d'éviter la pollution de l'eau en limitant la quantité d'ingrédients qui sont potentiellement nuisibles pour l'environnement, notamment aquatique. Donc généralement, ces écolabels-là, pour les produits de détergence ou de nettoyage ou de shampoing, se focalisent sur le compartiment aquatique pour le moment. C'est également limiter la production de déchets en réduisant les emballages. Donc il y a un critère qui cherche à optimiser le rapport contenu-contenant. Et puis, bien entendu, à limiter ou même interdire l'utilisation de substances dangereuses, donc liées à la classification et l'étiquetage des formules, des produits, pour
in fine, sensibiliser le consommateur en matière d'environnement et l'inviter à choisir des produits qui sont soi-disant moins impactants sur l'environnement. Alors, il y a 11 critères dans le schéma. Il y en a un qui se focalise sur la toxicité pour les organismes aquatiques, et c'est celui que je vais développer tout particulièrement dans cette présentation, et en insistant justement sur les problèmes qu'il pose vis-à-vis de la sélection d'ingrédients. Mais je vais en parler dans quelques minutes. Il y a un critère lié à la classification et labeling des ingrédients. Donc aujourd'hui, vous savez qu'il y a une base de données avec plus de 100 000 substances qui ont été introduites, donc on va pouvoir se référer à cette base de données. On a également des critères liés à la biodégradabilité en présence d'oxygène, notamment des surfactants. Également biodégradabilité en absence d'oxygène. Donc là, il y a des calculs. Tous ces critères-là se font avec des calculs de masse et il y a des limites. Donc je vous montrerai ça. Au niveau des parfums, aujourd'hui, il y a très peu d'exigences. Il faut que ce soit en conformité avec la réglementation FIFRA. Mais il y a de nouvelles exigences qui vont être mises en place et je vous en parlerai. Teinture et agents colorants, il faut par exemple qu'il ne faut pas qu'ils soient bioaccumulables. Sur les biocides, il y a également des critères très précis sur la quantité de biocides et pourquoi est-ce qu'on les utilise, puisque la Commission reconnaît qu'il faut bien qu'il y ait des substances chimiques qui vont protéger le produit pendant sa vie sur l'étagère. Bien entendu, interdiction de substances dangereuses. Et puis, il y a ce fameux critère emballage où il va y avoir un calcul entre le poids des différents constituants et puis le contenu total à l'intérieur. Donc tout ça, ces 9 critères se font sur des calculs. Je vais parler essentiellement du premier critère. Et puis il y a deux autres critères qui sont assez importants, qui est l'aptitude à l'emploi. La Commission ne voulait surtout pas que les gens qui demanderaient un écolabel diluent leurs produits existants de façon à obtenir un écolabel et finalement avoir un produit beaucoup moins performant sur le marché. Donc l'objectif de ce test, aptitude à l'emploi, qui est un petit peu difficile à obtenir, doit montrer que votre produit il est aussi efficace que les meilleurs sur le marché. Donc à peu près les 20% meilleurs sur le marché, eh bien, votre produit doit être à peu près de performance équivalente. Et donc c'est vraiment pour éviter que le consommateur se retrouve à devoir doser 2 fois plus son produit écologique parce que son efficacité a été diminuée, soit également en enlevant des ingrédients très actifs mais peut-être toxiques. Voilà. Et puis le dernier critère qui est vraiment un critère d'information, il est exigé bien entendu d'avoir le logo sur l'emballage d'une certaine façon avec des informations très précises. Et je dirais ça c'est un critère que les gens cherchent, hein, puisque l'objectif d'avoir un écolabel c'est de pouvoir mettre ce genre d'informations sur l'étiquetage. Alors pour chacun des critères, il y a énormément d'informations à collecter. Je vous parlerai d'une base de données qui en contient un certain nombre, mais à chaque fois qu'il va falloir faire un calcul, il va falloir définir si la substance est organique ou inorganique, donc ça c'est assez facile. Mais il faut également définir sa fonction dans le produit. Est-ce que c'est une fonction d'abrasif? Est-ce que c'est un surfactant? Est-ce que c'est un biocide? Est-ce que c'est un builders, etc. Sa classification. Donc aujourd'hui, on peut dire merci d'une certaine façon à la réglementation européenne, puisque aujourd'hui il y a une base de données qui est la base CLP, qui a obligé tous les fabricants d'ingrédients à classer leurs substances. Mais il y a encore 2 ans de ça, la classification était assez difficile à trouver, et donc parfois ça amenait à des constitutions de dossiers difficiles à faire. Il y a bien sûr les substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction qui sont tout simplement interdits, on ne peut pas les utiliser dans les produits. Et puis il y a des informations comme le log de KOW, hein, qui est une expression de la enfin du potentiel de bioaccumulation d'une substance. Il faudra également chercher des données de toxicité ou les générer dans certains cas. Alors il est indispensable de développer son propre outil. Donc ici, nous, on a développé un outil qui nous permet de construire une formule et d'avoir automatiquement le résultat sur l'ensemble des critères. Donc, par exemple, on va ici pouvoir choisir l'ensemble des ingrédients qui sont justement aujourd'hui renseignés dans une fameuse base de données qui s'appelle la DID list, que j'ai ici sous les yeux. Donc là, je n'ai représenté que quelques ingrédients, mais au total, il y en a à peu près 204 aujourd'hui renseignés dans cette base de données, qui est beaucoup et peu à la fois, hein, puisque si on est formulateur, généralement on a accès en interne à des centaines et des centaines, voire des milliers d'ingrédients différents, de façon à pouvoir délivrer le bénéfice que vous souhaitez, la performance que vous souhaitez donner à votre produit. Et cette base de données contient un certain nombre d'informations comme la toxicité aiguë ou la toxicité chronique. Vous le verrez qui est utilisé pour le critère numéro 1.
Également des données de biodégradabilité. Vous voyez ici le FD qui représente le facteur d'élimination. Donc on va utiliser cet élément-là pour dire que pour exprimer la quantité d'ingrédients qui va s'échapper d'une station d'épuration. Donc là, lorsque vous avez 0,05, ça veut dire en fait que cet ingrédient va être éliminé à 95% dans une station d'épuration. Donc c'est un ingrédient qui s'élimine relativement facilement. Donc c'est une bonne chose. Par contre, vous avez au niveau de la toxicité des valeurs de 0,6 par exemple pour le LAS, qui est relativement toxique. Donc ça va avoir un impact sur le calcul du critère numéro 1. Donc on reviendra également sur cette base de données plus tard. Et donc le premier critère dont j'ai déjà parlé, qui est le CDV, qui représente en anglais le Critical Dilution Volume, qui représente en fait la quantité d'eau qu'il faut pour amener un ingrédient, la concentration d'un ingrédient à un niveau non toxique dans l'environnement. Donc pour cela, le calcul est très simple. On va prendre la dose de l'ingrédient dans le produit lui-même. On va le multiplier par ce fameux facteur d'élimination dont je vous ai parlé. Donc si la substance ne s'élimine pas, donc le facteur sera de 1. Donc si on utilise 1 gramme dans une formule, eh bien on va se retrouver avec 1 gramme dans l'environnement. Par contre, s'il s'élimine à 95%, ben, on va multiplier cette dose par 0,05. Puis le résultat de cette multiplication, on va le diviser par la toxicité. Donc plus la toxicité est importante, et plus le rapport va augmenter. Lorsque on dit toxicité importante, c'est que le chiffre en fait est très très bas, puisque une toxicité de 0,01, un chiffre de 0,01, c'est une toxicité très forte. Donc ce calcul va se faire pour l'ensemble des ingrédients dans la formule, et comme je le disais, ça prend en compte la biodégradabilité ou l'élimination dans une station d'épuration, et la toxicité de chaque ingrédient. Et puis on va faire la somme de l'ensemble de ces rapports, et cette somme-là va donner, puisqu'on voit que l'unité c'est des litres, va donner la quantité d'eau totale qu'il va falloir utiliser pour diluer le produit qu'on a utilisé. Alors c'est pas le produit dans sa totalité, mais c'est dans son utilisation. Donc si on prend un shampoing par exemple, et un shampoing généralement on utilise à peu près 6 grammes de shampoing, ou 5 grammes ou 8 grammes, ça dépend des marques, pour se laver les cheveux. Mais ça va être cette dose-là qui va être utilisée pour faire le calcul, et on va considérer qu'il faut que la quantité d'eau totale nécessaire pour rendre ces 6 grammes non toxiques pour l'environnement soit de 20 000 litres. Donc on peut se dire, mais c'est énorme. Ça voudrait dire qu'à chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai besoin de 20 000 litres d'eau dans l'environnement pour amener ça à un niveau non toxique. Alors je vous rassure, c'est pas le cas, c'est dû à l'utilisation de facteurs de sécurité, et je vais en parler bien entendu dans les slides qui suivent. J'en profite pour juste faire une petite pause, puisqu'il y a des nouvelles personnes qui nous ont rejoints, pour dire que vos micros sont ouverts, donc vous avez la possibilité, vous êtes invités, encouragés à m'interrompre, à me poser des questions s'il y a des aspects qui sont pas clairs, puisque l'objectif du webinaire c'est d'avoir un atelier, et c'est vous permettre de poser les questions que vous avez envie de poser. Vous pouvez également poser les questions avec le petit système que vous avez sur la droite de votre écran, où vous pouvez taper votre question, et puis j'essaierai d'y répondre au bon moment. Et puis de toute façon, à la fin de la présentation, il y aura également un moment pour poser des questions. Et puis, dernière chose également, c'est que le webinaire est enregistré. Donc, si vous posez des questions et que vous ne souhaitez pas qu'on enregistre votre question, ben, vous devrez nous le dire à la fin de l'atelier. Donc voilà, ça c'était pour les nouvelles personnes qui sont arrivées entre-temps. Donc ici, j'ai représenté le résultat d'une formule fictive, où j'ai mis un petit peu plusieurs surfactants, des silicones, un builder avec les zoolites, percarbonate, un système qui va servir à blanchir le linge, et puis avec, vous voyez la deuxième colonne des pourcentages, qui représente le pourcentage dans la formule, et puis on va avoir un certain nombre d'informations, eau étant organique, abrasif, etc. Il y a un critère aussi d'exclusion, à savoir si vous utilisez des ingrédients en dessous de 0,01%, eh bien ils sont exclus de la formule. Et puis vous avez le calcul qui va se faire. Dans le calcul, vous avez par exemple pour cet ingrédient-là, pour le parfum, une toxicité très très importante, 0,02 mg par litre. Ça va être pris en compte avec le facteur d'élimination, et ça va donner un CDV que vous voyez ici relativement important. Donc les parfums sont connus pour jouer un rôle très important
négatif, hein, puisque là, il fait monter le score. Et puis, si on prend un autre ingrédient, par exemple les fatty acides, qui auront une toxicité qui est encore beaucoup plus importante que celle des parfums. Par contre, ici, on aura une élimination beaucoup plus forte, puisque là, on aura 95%, alors que précédemment, on n'avait que 50%. Et donc ici, on va avoir une contribution au CDV qui est beaucoup plus faible. Alors bien sûr, ce que je n'ai pas pris ou je n'ai pas montré ici dans l'équation, c'est la contribution de la quantité dans la formule qui va jouer un rôle très important, hein. Plus vous allez utiliser un ingrédient et plus l'effet multiplicateur sera important. Mais vous voyez que chacun de ces facteurs va jouer de façon différente au niveau du CDV. Et puis on fait la somme totale et on s'aperçoit qu'ici, dans cet exemple, il nous faut à peu près 5536 litres d'eau pour diluer cette formule et que la limite est de 20 000. Donc ce critère-là, on passe largement. Alors maintenant, je vais rentrer un petit peu justement sur les faiblesses de ce critère. Pourquoi est-ce qu'il peut pénaliser des produits qui, d'un point de vue environnement, seraient très très bien, mais qui ne pourraient pas être éligibles pour un écolabel. Alors si je prends, on s'aperçoit qu'effectivement, au niveau de la toxicité, la façon dont on va calculer ce facteur de toxicité, ça va être la plus faible valeur connue de toxicité de l'ingrédient divisé par un facteur de sécurité. Donc je vais vous donner un exemple, un ingrédient A quelconque. On fait une recherche dans la littérature, on trouve des tests, des rapports de tests qui nous disent que voilà, la plus faible valeur de toxicité de cet ingrédient est de 100 mg par litre. Mais on n'a trouvé qu'une seule donnée. Donc le critère des écolabels nous oblige à utiliser un facteur de sécurité de 10 000. Donc on se retrouve avec le fameux rapport, le CDV, il va falloir le diviser par 0,01. Je prends un deuxième ingrédient. Cette fois, la plus faible valeur est encore de 100 mg par litre, mais cette fois, on avait 3 données. Donc le système d'écolabel nous autorise à diviser cette valeur-là par 1000. Et donc maintenant, notre numérateur ne sera plus de 0,01, mais de 0,1. Donc vous voyez avec cette démonstration toute simple et toute bête, que pour une même toxicité intrinsèque, c'est-à-dire que la substance a exactement le même type de toxicité, on peut utiliser 10 fois plus d'une substance donnée si on dispose de plusieurs données de toxicité. Et je considère que ça, c'est pas juste, dans la mesure où l'écolabel cherche à promouvoir des produits les moins impactants. En fait, ici, on a un effet artificiel dû à la disponibilité des données. Et ceci va... Alors, d'abord, je reviens sur ces facteurs de sécurité. Vous pouvez voir qu'effectivement, ils vont aller de valeurs très très importantes si on n'a que de la toxicité aiguë et qu'une seule valeur. Par contre, si on a 3 valeurs, on va pouvoir utiliser 1000. Et puis, si on a les moyens de générer des tests de toxicité chronique, on va pouvoir descendre jusqu'à 10. Donc là aussi, c'est un effet pervers, à mon sens, puisque si vous avez les moyens financiers de générer des données de toxicité chronique qui sont longues à mettre en place et très chères, eh bien, vous avez la possibilité de démontrer que le même ingrédient devient de plus en plus respectueux pour l'environnement. Et ça me paraît quelque chose d'artificiel au niveau de l'écolabel. Et là, c'est juste pour vous donner un petit peu une idée des prix sur le coût de... Donc, puisque si jamais vous avez un ingrédient et vous n'avez pas de données, vous êtes supposé générer ces tests-là pour pouvoir présenter ces données à l'AFNOR et ensuite utiliser votre ingrédient. Donc, beaucoup de gens qui sont intéressés par les écolabels sont obligés de retourner vers leurs fournisseurs pour leur demander si, éventuellement, ils ont ce type de données. Alors, avant REACH, effectivement, c'était assez problématique. Maintenant, avec l'obligation de REACH, c'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus de données disponibles. Donc, ça devrait rendre la vie plus facile aux formulateurs qui souhaitent déposer un écolabel. Mais auparavant, ça pouvait être un obstacle très important. Alors, je vous parlais de cette deed list. Aujourd'hui, il y a à peu près 204 substances chimiques avec un certain nombre d'informations, mais toutes les informations ne sont pas présentes. Donc, pour les autres substances qui ne sont pas listées, eh bien, il faut fournir ces données, et il faut des données expérimentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver des données dans la littérature faites par des laboratoires universitaires et les présenter. Il faut que ces données soient issues de tests qu'on appelle de bonnes pratiques de laboratoire, des tests OCDE officiels, avec des guides très précis. Et donc, monter un dossier écolabel pour un produit peut revenir relativement cher et prendre énormément de temps. Donc, si vous avez l'intention de déposer un dossier, prenez-vous, il faut s'y prendre au moins 1 an à l'avance, parce qu'en fonction de la situation, on peut être amené à devoir générer des données.
Alors, je vous disais que, alors je ne vais pas discuter des autres critères parce qu'on n'aurait pas le temps, hein, mais je vous disais que je fais partie de la commission de révision en tant que partie prenante externe. Et donc, moi, j'ai fait un certain nombre de propositions de révision, d'amélioration du critère. Et puis, je vous parlerai également, je finirai la présentation avec les critères, les propositions des autorités nationales. Alors, par exemple, lié justement au CDV, on s'aperçoit aujourd'hui que les ingrédients naturels sont fortement pénalisés. Si on prend par exemple, certains formulateurs vont utiliser des phospholipides, des huiles d'avocat, des extraits de fruits, ou des ingrédients qui sont comestibles, qu'on mange tous les jours depuis des milliers d'années. Ces ingrédients ont un intérêt particulier dans une formule de shampoing, dans une formule de savon. Eh bien, si on veut déposer un dossier écolabel, eh bien, ce ne sera pas possible. Parce que comme il n'y a pas de données généralement sur ces ingrédients-là, personne n'a considéré qu'il était nécessaire de générer des données de toxicité pour les algues, les poissons et les daphnies. Pas de données, pas d'écolabel. Donc ça nous est arrivé à devoir déposer des dossiers et puis dire, ben voilà, on ne peut rien faire par rapport à ça. Donc notre proposition, c'est de harmoniser avec l'approche REACH, qui est la réglementation européenne sur les substances chimiques, où dans ce cas-là, toutes les informations, pas seulement le résultat de test, peuvent être utilisées pour démontrer qu'une substance n'a pas d'impact sur l'environnement. Donc également, possibilité d'utiliser ce qu'on appelle les QSAR, alors c'est un terme un petit peu barbare, qui est en fait un système mathématique pour faire des extrapolations, hein, pour les gens qui ne sont pas chimistes, entre des données d'une substance vers d'autres substances. Il y a également ce qu'on appelle le weight of evidence, qu'on utilise énormément dans REACH, qui est en fonction de toute la littérature et toutes les informations dont on dispose, on peut dire, ben voilà, cet ingrédient ne pose aucun problème. Hein. Si je parle par exemple d'huile d'avocat que je mange tous les jours, si cette huile d'avocat, je la mets dans un shampoing, eh bien, si elle n'a pas de risque lorsque moi je l'ingère, ça ne devrait pas avoir de risque lorsque je vais la mettre dans une station d'épuration à des pourcentages relativement faibles. Donc ça, c'est une proposition qu'on a faite. Je ne sais pas si elle sera retenue. Il y a également ces fameux facteurs de sécurité dont j'ai parlé précédemment, qui pénalisent les ingrédients avec peu d'informations, notamment les ingrédients naturels. Donc la proposition que j'ai faite, c'est pour des ingrédients non toxiques et non persistants. Donc là aussi, pas forcément avec des données expérimentales, mais avec du weight of evidence. Eh bien, l'information exigée doit être limitée et sans utilisation de facteurs de sécurité, parce que c'est pas la peine de les pénaliser parce qu'on n'a pas de données expérimentales sur ces informations. Et puis au niveau du calcul du CDV, je propose également qu'on n'utilise pas ces facteurs de sécurité, que je vous ai montré le côté pervers tout à l'heure. Avec une seule donnée, on divise par 10 000. Avec 3 données, on divise par 1000. Puisque l'objectif, c'est de favoriser la mise sur le marché de produits moins impactants, eh bien, il faut que les ingrédients soient comparés sur la même base toxicologique. Il faut savoir que ces facteurs de sécurité ont été introduits dans l'évaluation du risque. Dans une évaluation du risque, il est indispensable d'avoir effectivement des facteurs de sécurité, puisqu'on veut extrapoler des données expérimentales vis-à-vis d'autres espèces qu'on va trouver dans l'environnement, mais on fait également de l'extrapolation du laboratoire à des écosystèmes. Donc il va falloir se donner des facteurs de sécurité pour être certain qu'on va protéger l'ensemble des écosystèmes, et non pas juste une espèce. Ici, l'écolabel, en mon sens, n'est pas fait pour protéger les écosystèmes, mais pour choisir un produit par rapport à un autre, un ingrédient par rapport à un autre, par rapport à ses propriétés toxicologiques. Et puis bien entendu, à compléter la dite liste avec toutes les informations nécessaires. Hein. Aujourd'hui, c'est un cauchemar de se lancer dans la préparation d'un dossier écolabel, puisqu'il y a des tas d'informations qui ne sont pas disponibles, donc on doit les chercher quelque part, il faut les documenter. Alors encore une fois, grâce à REACH, maintenant beaucoup d'informations, et grâce à CLP, beaucoup d'informations vont être disponibles, mais ça serait bien d'avoir une base de données complète. Alors au niveau des surfactants, aujourd'hui il y a une exigence de facilement biodégradable, donc il faut que ça se dégrade très rapidement, mais il n'y a pas d'exigence particulière sur l'anaérobiose. Et vous verrez que les autorités nationales ont cette exigence-là. Moi je considère que ce n'est pas nécessaire, puisque à partir du moment où un surfactant est facilement biodégradable, et que l'ensemble de ces produits-là passent dans des stations d'épuration, et bien dans une station d'épuration, on voit c'est 95-98% des substances qui sont éliminées. Pour celles qui vont se retrouver dans les boues, qui pourraient pendant un certain temps être dans une phase anaérobie, donc sans oxygène, ces boues-là, en fait, seront épandues sur des champs agricoles et il y a une période de 3 mois d'attente
ou pendant laquelle la dégradation aérobie peut de nouveau intervenir. Donc ce critère d'exigence en dégradabilité anaérobie me paraît exagéré. Par contre, effectivement, les demandes faites par les membres du panel de révision sont un peu différentes et vont aller dans un sens de rendre le schéma beaucoup plus strict. Aujourd'hui, par exemple, le CDV est calculé sur la base de 1 gramme d'ingrédients actifs, et ça a pour effet négatif que plus on va ajouter des ingrédients dans la formule, plus on diminue la contribution des substances dangereuses. Donc effectivement, c'est un effet un peu pervers, puisqu'on peut avoir une substance comme les parfums qui vont avoir une contribution de 5000 ou très forte. Mais il suffit de rajouter d'autres ingrédients inertes pour diminuer l'importance du parfum. Et la commission effectivement s'oppose à ça. Et donc ils vont changer le système de calcul et il sera plus possible de jouer avec la quantité d'ingrédients dans la formule. Donc le nouveau critère sera calculé sur la base du dosage par usage. Alors grâce à REACH, je le disais, la liste va pouvoir être allongée. Donc là, effectivement, les membres du panel l'ont proposé. Hein. Donc c'est pas une réaction à mes propositions, hein, puisque ça a été fait en même temps. Mais tout le monde, bien entendu, avait pensé à la même chose. Par contre, les limites du CDV vont être diminuées. Et c'était un petit peu l'objectif des écolabels dès le départ, à savoir que on va mettre une limite à 20 000 litres, par exemple, et puis une fois qu'il y a un certain nombre d'écolabels sur le marché, eh bien, on va tourner la vis de façon à rendre le critère un petit peu plus difficile et de faire en sorte que de nouveau ce soit que les meilleurs produits qui puissent postuler. Donc le critère va diminuer pour l'ensemble des catégories. Hein. Là, je n'ai indiqué que celui des shampoings. Au niveau des substances dangereuses, alors là, effectivement, j'en parlais, ils vont maintenant faire référence directement à la base CLP, qui existe depuis 2010, bon, qui est disponible depuis pas très longtemps, hein, mais l'exigence réglementaire était de 2010. Donc aujourd'hui, on va pouvoir aller chercher cette information dans cette base tenue à jour par l'ECA. Alors voilà, au niveau de la biodégradabilité des surfactants, ça va effectivement dans le sens contraire de ce que je proposais, puisque finalement la Commission veut que les surfactants soient à la fois dégradables en conditions aérobies, donc avec de l'oxygène, mais également en anaérobie. Donc pour moi, ça me paraît un critère exagéré, et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi. Il y a également les limites. Il y a des limites pour des ingrédients non biodégradables en aérobie ou en anaérobiose. Donc le premier ici, c'est pour la dégradabilité aérobie. Vous voyez que historiquement, entre le schéma d'écolabel européen et celui nordique, le nordique était toujours beaucoup plus exigeant. Et ça, je vous l'avais dit au départ, les pays nordiques sont beaucoup plus durs vis-à-vis des produits et des exigences vis-à-vis des produits. Et la Commission européenne, et je pense sous l'influence des pays nordiques, souhaite renforcer ou diminuer cette limite. Nous, on a eu des cas pratiques où c'était déjà difficile à atteindre cette limite-là. Donc, certains produits étaient exclus à cause de ça. Donc, vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, pour les shampoings, on pourrait avoir 30 mg par gramme de produits actifs d'ingrédients non biodégradables en aérobie. Et bien, demain, ce sera peut-être 15. Et puis, pour la partie non aérobique, avant, c'était 25. Et peut-être que demain, ce sera 15. Si je prends l'exemple des surfactants, par exemple, les pays nordiques, au cours de la réunion à laquelle j'ai assisté, souhaitent carrément l'interdiction des parfums dans les shampoings et dans les produits nettoyants. Alors bien sûr, il y a des tas de pays comme l'Italie, l'Espagne qui ont sauté en l'air en disant mais c'est impossible, si on enlève les parfums, plus personne ne sera intéressé par avoir un écolabel. Et effectivement, un produit qui a un écolabel mais que personne n'achète, ben, c'est un produit qui a aucun impact positif sur l'environnement. Donc par exemple, au niveau des substances allergisantes, il y a des discussions pour en interdire à un certain niveau, qu'elles soient inférieures en fait à 0,01%, donc ça veut dire qu'à un niveau pratiquement proche de zéro. Donc beaucoup de parfums ont des propriétés allergisantes, donc ça pourrait être la mort de beaucoup d'écolabels ou de produits avec un écolabel aujourd'hui. Renforcer les critères sur les biocides, donc ça va toujours dans le sens des critères plus exigeants. Interdire de nouvelles substances comme le triclosane, comme les parabènes, comme le formaldéhyde, toutes les substances PBT, donc pour ceux qui ne sont pas habitués avec REACH, c'est les substances persistantes qui se bioaccumulent et qui sont très toxiques. Donc ces substances-là qui sont classées de cette façon-là dans le cadre de REACH seront interdites, et puis également les substances qui sont présentes sur la liste candidate de REACH seraient interdites aux écolabels. Alors
les conclusions qu'on peut donner à cette présentation sur l'écolabel européen, c'est qu'on a un schéma qui est quand même contraignant et qui est basé sur une. Alors, il est contraignant, mais basé sur une approche du cycle de vie. En fait, c'est pas vraiment contradictoire. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit cette phrase de cette façon-là. Il est contraignant parce qu'effectivement, on a énormément de mots-clés, de calculs scientifiques, mathématiques à réaliser. Mais le fait qu'il soit basé sur une approche de cycle de vie est plutôt quelque chose de bénéfique, puisque ça permet effectivement de prendre l'ensemble de l'impact du produit sur son cycle de vie. C'est une évaluation factuelle, donc c'est quelque chose qui est intéressant. Donc c'est basé sur des données, donc on peut vérifier les calculs. Il y a beaucoup de schémas écolabels ou plutôt labels existants, développés par des associations ONG ou autres, qui sont beaucoup basés sur du subjectif. Par exemple, beaucoup de labels refusent tous les ingrédients à base issus de la pétrochimie, uniquement sur la base que le pétrole c'est pas bon. Alors que l'écolabel européen et même le Nordic Swan ne font pas de distinction entre des substances d'origine pétrochimique et des substances d'origine naturelle, parce que tout chimiste, tout toxicologue, tout écotoxicologue sait très bien que ce qui fait la toxicité et la biodégradabilité d'une molécule, c'est sa structure chimique, non pas son origine. On peut très bien avoir des substances naturelles très toxiques et très faiblement biodégradables, et avoir des substances issues de la pétrochimie très facilement biodégradables et pas du tout toxiques. Donc là, c'est l'avantage de l'écolabel européen, il n'y a pas de discrimination en fonction de l'origine. Donc on a vraiment un schéma qui est factuel. On a quand même des critères qui sont trop stricts, je trouve, et pénalisants, notamment des produits dont on peut dire, oui, ils ont un très faible impact, mais ils ne peuvent pas avoir l'écolabel parce qu'ils n'ont pas de données. Et puis, on l'a vu, la prochaine révision va rendre le schéma encore beaucoup plus difficile, plus contraignant. Donc, pour quelqu'un qui veut postuler, il est nécessaire d'avoir en interne une base de données assez bien renseignée. Hein. Il est vraiment important d'avoir sa propre base de données ingrédients, d'avoir une très bonne relation avec son fournisseur, parce que c'est lui qui va fournir les données manquantes. Donc il faut avoir un bon argument, il faut avoir une bonne relation commerciale et peut-être mettre ça dans ses exigences de qualité des ingrédients. Donc c'est un exercice difficile à faire, notamment a posteriori, lorsque vous avez déjà une formule qui est faite et que vous voulez avoir l'écolabel dessus. C'est beaucoup plus difficile que si vous partez de zéro et vous dites ok, je vais formuler d'abord avec ce que j'ai dans la deal list et je vais rajouter quelques ingrédients en fonction de mes moyens, mais faire le contraire, c'est généralement très difficile. Voilà, donc j'ai fini ma présentation, 32 minutes, 33 minutes, ça nous laisse un petit peu de temps pour des questions. Donc voilà, les micros sont ouverts pour vous. Est-ce que quelqu'un a des questions sur la présentation? Oui, Erwin, c'est Steve à l'appareil. Oui, Steve. Est-ce que cette présentation sera enregistrée sur votre site, mais en anglais, pour mes collègues des États-Unis? Alors je peux le faire. Peut-être. Steve, il n'y a pas de problème. Elle va pas être enregistrée tout de suite. Elle sera enregistrée en français. Elle sera mise sur le site en français dans les prochains jours. Mais je vais m'absenter là pendant une semaine. Mais c'est quelque chose que je peux faire. Refaire cette présentation et la mettre en anglais. Pas de problème. Parce que je crois que cette présentation va être très intéressante pour mes collègues d'affaires et mes collègues scientifiques. D'accord, d'accord. Ben, merci du feedback et on va préparer ça. Mais ce sera pas avant une dizaine de Ok, jours. Ça ira? ok, oui, ça marche. Ok, Merci. très bien. Mais c'est sûr que les schémas, hein, d'une façon, je crois que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est compliqué. Euh, Maintenant, nous, on a une expérience dessus. Hein, c'est l'objectif de ces webinars, c'est de montrer que on a une expérience non pas que théorique, mais pratique, puisqu'on a déjà préparé plusieurs dossiers. Et donc, on s'est confronté à cette difficulté-là. Donc, à la fois, on a des informations sur des ingrédients, on sait où aller chercher des informations. Donc, soyez pas timide, posez vos questions. C'est vos critiques ou si vous avez d'autres demandes éventuellement.
Très bien. Donc bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que j'espère avoir répondu à la mission de cet atelier. Euh, alors, on va effectivement présenter rapidement Science Environnement. Donc, Science Environnement, c'est un cabinet scientifique pour un monde durable. On est donc une équipe de personnes hautement qualifiées. La plupart ont des doctorats en toxicologie, en écotoxicologie. Et puis, on a une approche holistique, à savoir que nous ne faisons pas des prestations que sur un domaine, mais nous avons plusieurs types d'activités. On a beaucoup d'activités sur REACH, sur les aspects réglementaires, CLP, dossier d'enregistrement. C'est la principale activité de la société. Oui, excusez-moi, on est allé beaucoup trop vite ici, je reviens. Mais on fait bien entendu des analyses de cycle de vie, des bilans carbone, on fait également des formations, des dossiers écolabels. Et le fait d'avoir des compétences et une expertise sur l'ensemble de ces domaines-là nous permet de valoriser les résultats d'un domaine pour un autre domaine. Donc, on va pas non plus chercher à vendre des ACV parce qu'on ne fait que ça, mais on va répondre à la question qu'un client nous posera avec l'outil le plus approprié pour répondre à cette question-là. Donc là, c'est l'équipe qui constitue Science Environnement, qui est associée intimement avec Equitox. Hein, on a une relation administrative entre nous. C'est une association très forte qui ont une expérience toxicologie et écotoxicologie. C'est avec eux qu'on fait beaucoup de dossiers REACH. Et puis, on a des gens spécialisés en communication scientifique, en analyse de cycle de vie, en recherche d'informations. Et puis, on travaille pour un certain nombre de clients. Alors, Science Environnement est un cabinet qui a 4 ans d'existence. Personnellement, j'ai créé la société il y a 4 ans, après avoir fait plus de 13 ans de carrière chez Procter & Gamble. Donc, j'ai une expérience de l'industrie et on va pouvoir s'adapter assez facilement aux exigences et aux besoins justement de l'industrie. Mais on travaille également pour des communes comme la ville de Mérin ou pour des PME. Euh, on a un séminaire dans 15 jours, le 26 juin, sur REACH, sur l'évaluation du risque pour l'environnement, et notamment comment éviter les valeurs par défaut avec le modèle USIS. Pour les gens qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Et donc, ce sera le sujet de notre prochain webinaire. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous inscrire. Et puis, en attendant, maintenant on a terminé, j'aimerais vous proposer de me donner un petit feedback sur cette présentation, à savoir, puisque on se lance, hein, on essaie de voir si on répond à vos besoins. Donc, normalement, vous devriez avoir sur votre écran euh, une liste de questions. Et donc, si vous pourriez rapidement voter pour nous donner un petit peu une appréciation sur l'intérêt de cette présentation. Donc 40% ont voté. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour voter. On va vous donner aussi notre adresse email si jamais. Donc je vois que globalement le feedback est assez positif. Donc merci beaucoup pour ce feedback. Ce que je vous demanderai à ce moment-là, c'est éventuellement de nous envoyer un mail que vous avez sur l'écran à sauter.e sci-env.ch et à ce moment-là, je me permettrai de mettre ce feedback sur notre site qui nous permettra de valoriser un petit peu les webinars et nous faire connaître, puisque c'est effectivement l'objectif de ces webinars pour nous, c'est de faire connaître notre cabinet et de faire en sorte que vous soyez intéressés un jour ou l'autre de faire appel à nos services.